Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour cette première conférence de la semaine à thème Solidarité. Cette semaine, c'est un moment privilégié de l'année qui nous tient énormément à cœur. C'est pourquoi je profite de ce moment particulier pour vous remercier à tous, notamment à Madame Vallaud-Belkacem d'être venue ce soir. Cette année, nous avons choisi le thème de l'éducation pour animer cette semaine. Ce thème nous importe, car nous pensons, comme Mandela, qu'il s'agit là d'une des armes les plus puissantes que l'on puisse utiliser pour changer le monde. L'éducation, c'est ce qui peut nous unir, nous ouvrir à un nombre immense de sujets. C'est ce qui peut nous donner un avenir que nous n'imaginions pas forcément. Mais l'éducation, c'est aussi des sujets moins consensuels, avec des questions d'inclusion, d'égalité des chances, de précarité étudiante. Tous ces sujets qui, nous l'espérons, vous inspireront et vous intéresseront, seront mis à l'honneur cette semaine. Ce soir, nous sommes ravis de pouvoir accueillir Madame Vallaud-Belkacem, une personne qui a joué un rôle primordial dans la création de cette IEP. C'est une chance d'accueillir pour cette première conférence une intervenante avec un parcours aussi riche, et je vais laisser Clara vous présenter ce riche parcours. Merci beaucoup Clarisse. C'est un réel plaisir de faire une conférence en partenariat avec Solidarité pour notre deuxième conférence. Et oui, en effet, c'est seulement notre deuxième conférence et la salle est toujours aussi pleine et nous voulons vous remercier d'être aussi nombreux à chaque fois et en particulier ce soir. Alors merci beaucoup à vous. Nous sommes très fiers de vous présenter cette conférence sur le thème de l'éducation, une thématique déterminante, comme l'a dit Clarisse, pour notre société et son avenir, représentée par la jeune génération et vous-même. Qui de mieux alors que Madame Vallaud-Belkacem pour en parler avec nous ce soir? Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Le parcours de Madame Vallaud-Belkacem, et notamment sa fonction en tant que ministre de l'Éducation nationale sous la présidence de François Hollande, va nous permettre à tous de comprendre au mieux les enjeux de l'éducation et les politiques éducatives actuelles. Mais comment traduire simplement votre carrière, aussi importante et diverse soit-elle, dans le monde politique français? Madame Vallaud-Belkacem, vous vous destinez, suite à vos études de droit à l'Université de Picardie et à Sciences Po Paris, à une carrière tout d'abord de juriste, avant de vous inscrire dans la vie politique française. Vous intégrez le Parti socialiste en 2002 et évoluez au sein de ce parti, notamment en tant que porte-parole de Ségolène Royal pour les élections présidentielles de 2007, comme adjointe au maire de Lyon, Gérard Collomb, tout en travaillant au Conseil régional du Rhône. Et pourtant, ce n'est que le début de la carrière de notre invitée. Madame Vallaud-Belkacem a occupé les fonctions de porte-parole de François Hollande pour les présidentielles de 2012, qui lui vaudra la place de porte-parole du gouvernement sous Jean-Marc Ayrault, mais surtout celle de ministre du droit des femmes, et vous êtes la première femme à occuper la fonction de ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2014 à 2017, le cœur de notre conférence ce soir. C'est pourquoi nous voulions tous vous remercier, membres des associations, de l'administration ainsi que le public pour votre présence ce soir. Merci beaucoup. Je vous laisse donc entre les mains de Ève et Salomé pour les questions et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. C'est bon. Alors tout d'abord, bonjour et merci de votre présence. En tant que ministre de l'Éducation, vous avez effectué de nombreuses réformes, notamment sur les programmes d'enseignement et la manière d'enseigner. Vous avez réformé l'école primaire en renforçant l'acquis des savoirs fondamentaux, le collège aussi, en supprimant les classes bilingues, en rendant exceptionnel le redoublement et en favorisant les pratiques interdisciplinaires par rapport aux enseignements classiques. Cependant, certains estiment que vous avez précipité et accentué les difficultés auxquelles fait face aujourd'hui le système éducatif français. Que répondez-vous à cela? De venir ici. Vraiment ravie. Non, mais en fait, c'est bien autant entrer dans le vif du sujet. C'est très intéressant parce que du coup, vous mettez l'accent immédiatement sur ce qu'est réformer l'éducation en France et la complexité qu'il y a à le faire. Et je pense que tout ministre de l'Éducation en a pris sa part et en a vécu sa part.
Et la distance que j'ai prise depuis maintenant 2 ans avec à la fois ce secteur et puis avec la vie politique en tant que telle, me pousse à beaucoup réfléchir sur les problèmes de notre éducation et la façon dont finalement la médiocre qualité du débat public autour de l'éducation empêche d'opérer les changements qu'il faudrait. C'est un véritable problème. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, l'éducation est à la fois un sujet extrêmement passionnel, sur lequel chacun pense avoir un avis d'expert parce qu'il a été soi-même élève, parce qu'il est parent d'élève ou parce qu'il est grand-parent d'élève. Très bien. Sauf que, en fait, comme dans tout domaine, comme dans la médecine, comme dans les sciences, il existe des sciences de l'éducation et qu'il y a des gens qui sont plus experts que d'autres, en fait, et il faut l'accepter à un moment donné. Or, on ne l'accepte pas. Deuxièmement, comme c'est très passionnel, c'est sujet à toutes les contre-vérités, à toutes les fake news, comme on dit aujourd'hui, ou à toutes les approximations, et ça passe comme une lettre à la poste. Donc du coup, on a beaucoup de mal à savoir quelle est la vérité dans les réformes qui ont été conduites, etc. On peut les présenter en noir ou en blanc, et je pense que énormément de gens en fait ne sauront jamais quelle était la réalité des réformes conduites. D'ailleurs, sous mon quinquennat, celui auquel j'ai participé, comme sous l'actuel, je veux dire, il y a aussi beaucoup de contre-vérités qui peuvent circuler sur l'actuel, donc c'est très compliqué. Et enfin, la troisième chose qui rend la réforme en matière d'éducation compliquée dans un pays comme la France en particulier, c'est que l'opinion publique sur ce sujet, vous savez que ça fait 2 ans que je suis passée dans un secteur d'activité qui vise à mieux comprendre l'opinion publique, chez Ipsos. L'opinion publique, en fait, malheureusement, vit de fausses idées, alimentées naturellement par un certain nombre d'observateurs qui lui font croire, qui la confortent dans ces fausses idées pour des tas de raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas. Mais par exemple, l'une des fausses idées dans lesquelles nous vivons, l'opinion publique, c'est que si on fait un effort pour faire réussir tout le monde, il va y avoir du nivellement par le bas. C'est que la démocratisation de la réussite scolaire, qui devrait être pourtant une ambition magnifique et partagée d'évidence par tous, surtout dans une démocratie. On n'est pas dans une monarchie, que je sache, on n'est pas dans un système où on se dit mais oui, c'est normal que les privilèges s'héritent de famille en famille et soient réservés à quelques-uns. Non, on est dans une démocratie. Donc l'idée de dire en fait il faut qu'on veille établissement scolaire par établissement scolaire, classe par classe, à ce que chaque enfant soit élevé au-dessus de sa condition, et donc pour ce faire, le temps qu'on consacre aux enfants, la façon dont on leur apprend, etc., il faut que ce qu'on appelle la pédagogie, la façon d'enseigner, il faut que ce soit pensé pour faire réussir chacun, et donc la réforme du collège que vous avez évoquée, elle était notamment autour de cette thématique-là, faire réussir chacun, ça devrait être une belle idée. Et en fait, c'est transformé par un certain nombre d'observateurs en un truc de destruction de la civilisation, parce qu'on va remettre en cause l'élitisme qui va si bien à ce pays. L'élitisme dont on parle, il ne va pas du tout bien à ce pays. Ne vous y trompez pas. Je veux dire, par définition, le fait de se priver des talents d'une bonne partie de notre jeunesse, parce qu'on n'a pas su les accompagner en temps utile, parce qu'ils n'avaient pas les bons codes, parce qu'ils n'avaient pas les familles qui les accompagnaient suffisamment bien, c'est évidemment un drame économique, social pour notre pays. Donc, moi, j'assume à fond le fait que quand on est ministre de l'Éducation, il faut mener des réformes qui vont vers la démocratisation, pas seulement de l'école et de l'accès à l'école, ça on l'a déjà en France, la démocratisation de la réussite scolaire. C'est-à-dire vraiment accompagner les individus jusqu'à ce qu'ils réussissent, ou en tout cas en leur donnant le maximum de moyens possibles. Donc, pour répondre à votre question, oui, les polémiques sont violentes, sont exagérées, et puis elles brouillent beaucoup et elles entraînent de la confusion dans l'opinion publique qui finit par se dire finalement ils ont peut-être raison là, ceux qui ont écrit toutes ces tribunes, c'était sans doute mieux l'école des années 50 quand on portait des blouses et qu'on avait un tableau noir, mais en fait ça en fait pas une vérité. Non, c'était pas mieux l'école des années 50, parce que l'école des années 50, elle accueillait 20% d'élèves en fait. Si c'est ça qui est un idéal, alors levons-nous pour confirmer que c'est pas notre idéal à nous. Il y a aussi une question générationnelle, faites attention, parce que beaucoup de gens aussi, dans les observateurs qui commentent l'éducation et les réformes de l'éducation, vous parlent souvent d'une école qu'ils ont connue eux quand ils étaient enfants, sauf qu'ils ont 60, voire 70 ans.
et donc la revêtent de jolis atours, comme un peu les photos sépia, en la trouvant charmante, en étant nostalgique, etc. Mais c'est pas notre école à nous. Enfin, je veux dire, nous, on parle de l'école d'aujourd'hui, celle qu'on a connue dans notre génération. Enfin, vous êtes plus jeune que moi, mais dans notre génération, dont on connaît la difficulté, parce que précisément comme elle accueille, contrairement à celle des années 50, tous les élèves, tant mieux, on a progressé. Et bien, c'est particulièrement, c'est devenu plus contraignant que par le passé d'enseigner pour les enseignants, parce qu'ils ont face à eux une diversité de profils. Ils ont l'obligation légale, et c'est une bonne chose, d'accueillir dans leur classe des enfants en situation de handicap, ce qui n'existait pas dans les années 50. Ça leur impose une autre façon de faire cours. Enfin, je veux dire, beaucoup des observateurs qui vous parlent de l'école aujourd'hui ne savent pas tout ça. Donc c'est pour ça que moi, ma conclusion, je suis beaucoup trop longue, c'est que si vraiment les questions éducatives vous intéressent, et je ne doute pas que vous intéressent, et vous avez raison de vous y intéresser, c'est naturellement le cœur complot. Si vraiment ça vous intéresse, sérieusement, à chaque fois, avant de porter un jugement sur une réforme, et ça vaut pour l'actuel ministre comme pour les précédents, avant de porter un jugement sur une réforme, allez la lire par vous-même. Ne vous fiez pas aux intermédiaires. Enfin, je ne suis pas en train de mettre toute la presse dans le même sac, il y a sans doute des presses de qualité, mais quand même, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de compréhension des enjeux. Donc sur un enjeu aussi fondamental que celui-là, je pense qu'il faut aller lire la presse, aller lire les sources, pardon, donc les réformes en elles-mêmes. Si possible, si ça vous intéresse aussi, lire des livres d'histoire des politiques éducatives. Parce qu'en fait, je sais que c'est pas ce qu'on lit le plus fréquemment, mais moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que ça permet de prendre du recul et de comprendre une espèce de réminiscence, enfin de retour permanent des mêmes débats, avec les mêmes accusations formulées avec la même violence, aussi bien à l'encontre à l'époque de Jean Zay, qui aujourd'hui passe pourtant pour le héros que l'on sait, etc., ministre de l'Éducation à l'époque, que finalement aujourd'hui à l'égard des ministres actuels. Donc il y a des serpents de mer qui reviennent, et c'est toujours très intéressant de lire des histoires des politiques éducatives pour comprendre en fait les soubassements de ces polémiques et savoir les mettre de côté, se concentrer sur l'essentiel. Le rapport PISA est publié tous les 3 ans par l'OCDE et il analyse le système éducatif de 79 pays différents. Dans une tribune pour Libération, vous questionnez justement l'efficience de cet outil d'analyse. Comment pourrait-on pallier aux insuffisances du rapport PISA? Et finalement, est-ce selon vous cohérent de comparer des systèmes scolaires présents dans des sociétés très différentes? Merci beaucoup. Oui, ce que je disais dans ce commentaire du dernier rapport PISA, c'est que, si vous voulez, moi j'ai fait l'exercice, donc j'ai été ministre de l'Éducation, je vois un peu ce que ça provoque comme stress, pas seulement pour le ministre de l'Éducation, à la limite ça on s'en fiche, mais aussi pour les enseignants en fait, que d'attendre les résultats de cette enquête et puis de voir ensuite finalement toute votre politique éducative résumée à ça, et en plus généralement d'ailleurs mal résumée, puisque généralement au moment où sort le rapport PISA, les observateurs vous en attribuent les résultats à vous-même qui êtes en poste à ce moment-là, sans comprendre qu'un rapport PISA, en fait, ça évalue les résultats d'enfants de 15 ans, d'élèves de 15 ans. Donc en fait, ce que ça évalue, c'est la scolarité qu'ils ont reçue sur les 10 années précédentes. Donc à la limite, si on voulait être juste, quand un rapport PISA sort, on devrait dire, s'il est mauvais, tiens, on va chercher le ministre d'il y a 10 ans, s'il est bon, même chose. Ce qu'on ne fait évidemment jamais, donc on mélange tout, donc on dit, vous voyez bien, le rapport PISA nous dit que la réforme que vous avez annoncée la semaine dernière est mauvaise. Non, en fait, elle n'est pas encore appliquée, donc comment vous pouvez en juger, mais je referme la parenthèse. Donc déjà, il y a un petit problème de compréhension de ce que c'est que cette enquête, mais deuxièmement, sur le fond, je pense que, en fait, moi, ce qui m'a interpellée, c'est le fait que dans le dernier rapport PISA, vous voyez dans les pays qui arrivent tout en haut, ça fait des années qu'on était habitué à voir les pays du nord de l'Europe, comme la Finlande, etc. Puis là, on voit des pays comme la Chine, Singapour, etc. Et soudain, je me suis interrogée sur, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque dans l'évaluation qu'on fait au moment de faire PISA ? C'est-à-dire qu'on sait, je veux dire, on peut
faut pas se le cacher, on sait que dans les pays qui arrivent, donc les premiers, et notamment la Chine, il y a un très haut niveau de mal-être des élèves. Enfin, il y a même un nombre de suicides qui est extrêmement important, une pression sur les familles, sur leurs enfants, etc. Et donc, on finit par se dire, mais du coup, les classes premières, est-ce que c'est une façon de cautionner que ça doit ressembler à ça, l'école? Est-ce que c'est ça le modèle auquel on a envie d'être comparé et donc du coup sous-classé par rapport à eux, etc. Et de manière générale, au-delà de ce modèle de la pression psychologique mise sur les élèves, etc., il y a aussi la question du modèle démocratique ou pas, culturel, est-ce qu'on apprend l'esprit critique ou pas, enfin des choses comme ça. Et je pense que l'école, au XXIe siècle, en fait, ça doit plus être l'école du bachotage, quoi. Ça doit être autre chose. L'école du XXIe siècle, enfin, on voit bien à l'aune de l'automatisation des métiers et du fait qu'un certain nombre de tâches qu'on exerçait jusqu'à présent et qui pouvaient faire sens dans une vie professionnelle vont être faites par des robots et des algorithmes. Ce qui va faire la plus-value, la particularité, la singularité des êtres humains, à la fois dans la vie professionnelle et dans leur vie personnelle et citoyenne, c'est la capacité à réfléchir, c'est l'esprit critique, la capacité à s'adapter, c'est l'éthique, la capacité à ne pas se laisser dicter les choses par une machine, justement. Et donc, moi, j'aimerais bien que PISA, en fait, se mette à évaluer ces choses-là maintenant, et pas simplement la capacité à bachoter en mathématiques et dans quelques autres matières. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe, parce que le problème de ces rapports, enfin de ces grandes enquêtes, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par ne plus réfléchir à ce qu'elles signifient. On les suit un peu à l'aveugle en se disant oh là là, oui, non, on est trop mal classé, donc l'année prochaine il faut qu'on fasse mieux. Donc du coup, on regarde ce que font ceux qui étaient mieux classés, on leur pique des choses, puis on réfléchit plus sur le sens. Et après, c'est toujours trop tard pour revenir en arrière. Donc dans la tribune que j'ai publiée, je faisais un petit peu le rapprochement, parce que je pense que c'est exactement le même type de sujet, avec la façon dont on a fait du PIB l'indicateur, l'alpha et l'oméga du bien-être d'une économie. Et je disais, en fait, parce que finalement ça n'a pas toujours existé, c'est après la Seconde Guerre mondiale, etc., que le PIB est devenu ce qu'il est devenu comme indicateur de richesse des sociétés. Et en fait, à force de n'avoir pas interrogé cet unique indicateur pendant des décennies et des décennies, on en est arrivé à la surexploitation des ressources de la planète, à la si faible considération accordée à l'explosion des inégalités, etc., et à des gens qui vont pas bien, en fait. Et donc aujourd'hui, on est en train de se dire, avec beaucoup de retard, mais en fait, il n'y a pas que le PIB, il faudrait qu'on sache mesurer le bien-être des gens et des sociétés autrement. Il ne faudrait pas qu'on fasse la même erreur avec PISA et l'école, donc sachons tout de suite peut-être réévaluer cet indicateur. Merci. Autre sujet important qui malheureusement n'est pas suffisamment pris en compte dans notre société de manière générale, le handicap. Lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale, vous avez fait de nombreux travaux pour rendre l'école plus inclusive aux élèves en situation de handicap. 5 ans plus tard, pensez-vous que la situation s'est améliorée pour ces élèves? Et quelles pistes envisageriez-vous pour faire avancer encore davantage la situation de ces jeunes? Merci de poser une question sur ce sujet, parce que c'est rare. Et moi, malheureusement, je n'ai pas les moyens aujourd'hui, parce que comme je vous le disais, je suis assez sceptique dès lors qu'une information me parvient par la presse, je suis sceptique par nature. Donc, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de vous dire, en fait, depuis 2017, donc le moment où j'ai quitté mon ministère et maintenant, la situation s'est améliorée sur la question de l'accueil des élèves en situation de handicap. Et en disant ça, c'est pas par esprit partisan, parce que si ça se trouve, elle s'est vraiment améliorée, je ne sais pas, simplement. Donc je vous invite par exemple à creuser ce sujet, ce serait intéressant de le savoir. Simplement, ce que je sais, c'est que la conclusion que je tirais moi en quittant le ministère sur cette question, c'est qu'en fait, il faut qu'on passe un cap nouveau, alors qu'on n'avait pas encore passé à mon époque non plus, soyons honnêtes. Il faut qu'on passe un cap nouveau, qui est un cap très coûteux en argent, mais qu'il faut qu'à un moment donné, on décide résolument de faire. Ce cap nouveau, il consiste à se dire, bon, maintenant qu'on a adopté une loi qui nous dit on accueille les enfants en situation de handicap à l'école, ça fait plusieurs années, maintenant qu'on le fait, dans les faits, il va falloir d'une certaine façon régulariser les choses. Parce que toutes ces dernières années, on accueillait les enfants en situation de handicap, mais on mettait pour les accompagner des assistants d'enfants en situation de handicap
qui étaient des personnels externes, des ADS, en CDD, précarisés, sans formation. Ce qui est, franchement, quand on y pense, alors on peut se dire les premières années, on n'avait pas les moyens, voilà, de commencer à former tout un nouveau personnel au sein de l'éducation nationale pour prendre en charge cette problématique. Mais aujourd'hui, on est des années plus tard, et je pense qu'il faut le faire. Donc, en gros, la vraie bonne étape qu'il faudrait réussir à passer, c'est de dire va exister un nouveau type de personnel au sein de l'éducation nationale, de la même façon qu'au sein de l'éducation nationale, vous avez aujourd'hui pas que des professeurs, comme vous le savez, vous avez des personnels enseignants et des personnels non enseignants. Donc les enseignants, vous les connaissez, les non enseignants, par exemple, c'est les CPE, enfin, ou plein d'autres. Et bien, de la même façon qu'il existe des CPE, il doit exister un type de personnel qui est dédié aux enfants en situation de handicap, auquel on accède ces métiers par concours, avec de la formation, avec les mêmes reconnaissances, avec le même statut de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on est là sur du long terme et pas sur du CDD. Sauf que la raison pour laquelle on ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est qu'évidemment, ça veut dire, de mémoire, je ne sais pas, peut-être, remarquez, c'est pas tant que ça, hein, c'est peut-être 30 000 ou 40 000 postes de plus à créer sur ce sujet-là. C'est pas non plus la mer à boire, mais je pense qu'il faut quand même une décision budgétaire qui soit forte de la part d'un gouvernement. Donc moi, si j'étais du côté des associations qui luttent pour un meilleur accueil des enfants en situation de handicap à l'école, je mènerais un plaidoyer sur ce sujet-là précisément. Parce qu'après, une fois que ces personnels seront vraiment bien intégrés, ça deviendra, ça fera partie de la vie quotidienne d'un établissement que de bien traiter ce sujet. Et c'est pas un peu un plus. Merci. Il y a quelques jours, Jean-Michel Blanquer a annoncé quelques ajustements concernant le nouveau baccalauréat, issu de son projet de loi sur l'école de la confiance. En tant qu'ancien ministre de l'Éducation, quel regard portez-vous sur ce projet de loi et plus précisément sur la question du contrôle continu? Ce dernier ne risque-t-il pas d'accentuer les inégalités entre lycées? En tout cas, je comprends vraiment l'inquiétude de ceux qui disent cela. Donc, je n'ai pas vu passer de garanties suffisantes pour répondre à cette inquiétude. Je veux dire, il est évident que tous les lycées n'ont pas la même cote en France. Et je pense même que la réforme du lycée, donc avec le mécanisme des options qui ont été mises en place en lieu et place des 3 filières auxquelles on était habitué, réforme du lycée dont on voit maintenant qu'en fait les options dont on avait promis qu'elles seraient dans tous les lycées, elles n'y sont pas, mais c'est normal en fait, c'était pas trop compliqué à deviner que ça allait se passer comme ça, parce que par définition, vous n'avez pas suffisamment de professeurs pour proposer toutes ces options partout. Donc en réalité, d'une certaine façon, cette réforme, elle a eu comme effet de creuser les inégalités entre les lycées. Et donc, si vous y ajoutez la question du contrôle continu, moi je comprends les inquiétudes des professeurs et des élèves. À quoi j'en rajouterai un troisième point, parce qu'en fait, c'est un ensemble qui crée ce sentiment de malaise, qui est le lien avec Parcoursup. C'est-à-dire qu'à la limite, si on avait eu juste une réforme du lycée qui dise, bon, après tout, tous les élèves n'ont pas besoin de se ressembler, il faut que certains puissent prendre telle option, puis bon, bah, si certaines de ces options n'existent pas dans votre petit lycée rural, c'est pas très grave, vous n'allez pas en mourir, ok, pourquoi pas. Sauf que la réforme Parcoursup, donc, a introduit comme nouveauté dans l'accès à l'enseignement supérieur que pour pouvoir accéder à certaines filières de l'enseignement supérieur, vous devrez avoir coché la case de certaines options. Et y avoir obtenu en plus des notes honorables. Donc là, ça commence à être plus gênant, parce que ça veut dire que potentiellement, vous n'avez pas eu accès à une option, vous voudriez faire la faculté voilà, qui en découle, vous ne pouvez pas. Et en plus, vous étiez dans un lycée pas très bien coté, donc vous avez un baccalauréat au contrôle continu en partie qui est moins reconnu. Moi, voilà, j'attends de voir ce que ça va donner dans quelques années, mais je comprends l'inquiétude. Dans le supérieur également, les inégalités se poursuivent. Le 8 novembre dernier, un étudiant s'est immolé devant le Crous de Lyon pour dénoncer la précarité étudiante. Selon vous, quelles mesures peuvent être prises pour lutter contre la précarité étudiante et comment, à notre échelle, est-il possible de se faire entendre auprès d'un ministère à ce sujet ? C'est douloureux parce que
pour être franche, d'ailleurs, quand cette affaire s'est produite, je vais vous faire rentrer un petit peu dans la tête d'une femme politique. C'est toujours douloureux parce que moi, ma première impulsion aurait été de réagir, de dire quelque chose, mais en même temps, on voit bien que les passions sont telles que d'une certaine façon, tous les ministres ou anciens ministres sont accusés d'avoir, d'ailleurs c'était même le cas nominativement à l'égard de François Hollande, Nicolas Sarkozy, etc., d'avoir creusé la précarité étudiante, etc. Puis, en même temps, j'ai été ministre de l'enseignement supérieur et je sais que nous avons, sur la question de la vie étudiante, énormément fait progresser les choses. On a augmenté, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on a augmenté les bourses étudiantes, on a créé 40 000 logements étudiants, enfin, on a fait des choses, je les connais ces choses-là, mais quand vous vous retrouvez face à une forme de désespérance, en l'occurrence de ce jeune homme, et puis ensuite de tous ceux qui ont pris sa défense, les mots que vous pouvez prononcer n'ont aucune valeur, et vous paraissez être un peu sur la défensive, comme si ce qui vous intéressait c'était juste, je sais pas, de défendre votre politique. Et là, en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse, c'est moins de défendre ma politique que d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces jeunes-là sont dans un tel désespoir. Moi je pense qu'en fait, au-delà, il y a la question évidemment de la précarité et il faut faire plus, mais en même temps, le jeune homme dont il était question, il avait aussi un sujet ça faisait des années qu'il était dans cette université, donc au bout d'un moment, on n'a plus droit à une bourse. Donc il y a aussi une question d'accompagnement quasi psychologique pour peut-être aider certains étudiants à comprendre que c'est pas leur voie. Moi je suis pour une université ouverte, je suis contre la sélection à l'entrée de l'université. En revanche, je ne suis pas pour qu'on laisse des gens échouer malheureusement comme ça pendant des années à l'université. Moi, c'est pour ça que ça demande aussi des moyens, mais j'ai toujours plaidé pour plus de moyens pour l'enseignement supérieur. C'est qu'en fait, il faut un système d'accompagnement des étudiants, parce qu'il y a beaucoup de décrocheurs à l'université. Donc il faut un système avec des professionnels qui soient là pour, y compris les conseiller sur le fait que la filière qu'ils ont choisie, c'est peut-être pas celle qui leur convient le mieux, etc. Trouver d'autres solutions, faire le lien avec le monde de l'entreprise et tout et tout. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a un sujet sans doute de précarité, mais qui a été plutôt amélioré ces dernières années, quand on compare. Mais je trouve qu'il y a un sujet de solitude, en fait, surtout, qui est d'ailleurs un sujet sociétal. En fait, aujourd'hui, moi, ce qui me frappe le plus, c'est à quel point, dès que vous êtes dans la difficulté, en fait, quand ça va, quand vous rentrez dans les cases, vous êtes dans les clous, et j'en sais quelque chose, hein, voilà, ça va, c'est cool. Mais dès qu'il y a un grain de sable dans notre société, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, dès qu'il y a un grain de sable, qu'on perd son emploi, on a l'impression de ne plus rentrer dans aucun mécano, et là, c'est une immense solitude. Et je pense que cette solitude-là, elle est évidemment aggravée par tout ce qui fait notre société. Je ne veux pas dire des banalités, mais vous voyez bien que l'ère des réseaux sociaux et tout ça est une ère dans laquelle on ne se parle plus, on ne connaît plus ses voisins. Donc moi, je pense que en fait, c'est aussi de ça qu'était porteur cette tentative de suicide, et que ça devrait nous pousser aussi à regarder comment est-ce que dans les résidences universitaires, les universités, on peut peut-être accompagner davantage cette forme de souffrance. Toujours en lien avec ces inégalités, les études supérieures sont d'ailleurs un vrai business. Face à la jungle des écoles, certains décident de dépenser une fortune pour obtenir le diplôme d'une dite école de commerce, d'ingénieur ou de journalisme. Acheter un diplôme est devenu un vrai business. Mais avec ce phénomène, n'assiste-t-on pas à une crise démocratique du système éducatif ? Si, mais moi, quand j'étais ministre, c'était un des sujets qui m'interpellait beaucoup, parce que, en fait, les années, donc avant que je prenne mon ministère, les années qui précédaient avaient été marquées par une forte augmentation de l'enseignement supérieur privé. Alors moi, je suis pas, de manière générale, je suis pas sectaire sur ces sujets-là. Je veux dire, je considère pas qu'il faille mettre fin à l'enseignement privé, etc. C'est juste que, en fait, je n'aime pas qu'on joue sur la peur des parents, des étudiants, et qu'on leur fasse payer des choses qui potentiellement devraient ne pas être payées, parce qu'on a la chance d'être dans un pays qui a des services publics qui devraient offrir ce genre de choses. Et c'est vrai que
il y a un certain nombre de secteurs d'activité dont je m'étais rendu compte, je pense notamment à un certain nombre de métiers autour de la sécurité sociale, par exemple, que en fait il y avait beaucoup plus de formations privées supérieures qui s'étaient montées, qui s'étaient développées, et qui attiraient à elles, y compris des jeunes gens, des jeunes filles en particulier, qui n'avaient pas de finances pour le faire, donc dont les parents se saignaient aux quatre veines, que le développement du secteur public. Donc ça, c'est un vrai problème. Il y a aussi ce que vous évoquez, c'est-à-dire la multiplication des bachelors. Alors on utilise aussi un mot qui fait in, et on a l'impression que, enfin voilà, qu'on va être diplômé d'Harvard en ayant un bachelor, mais en fait non. Donc c'est vrai que c'est surtout l'argent qu'on y laisse, et puis l'espèce de croyance que ça va changer quelque chose, que ça va apporter, et en fait ça n'apporte pas vraiment. Donc moi j'étais très contente parce qu'on a quand même réussi à, dans les années où j'y étais, à renverser la tendance, et je me souviens, c'était entre 2014 et 2017, l'enseignement supérieur public s'est remis à croître davantage que l'enseignement supérieur privé. Mais c'est la même chose, en fait je suis désolée parce que vous allez croire que je ne parle que d'argent, mais en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, vraiment, il n'y a pas de miracle en fait. Il faut vraiment de l'argent. Mais il faut de l'argent qu'on considère comme un investissement et pas comme une dépense. Mais il faut de l'argent. J'étais au Maroc il y a 2 jours où je présidais une cérémonie où on remettait des prix à des thésards et des doctorants, donc le meilleur du pays. Et donc je leur tenais un propos à l'occasion de cette soirée. J'étais allée regarder en détail dans les pays de l'OCDE, si mes souvenirs sont bons. En moyenne, c'est à peu près 15 000 € qu'on consacre par élève de l'enseignement supérieur. C'est beaucoup, mais en fait, en même temps, ça n'est qu'avec des sommes comme celle-là qu'un certain nombre de pays ont réussi à réduire fondamentalement les décrocheurs universitaires, parce qu'on parle beaucoup des décrocheurs scolaires, mais il y a beaucoup de décrocheurs universitaires. Et c'est comme ça, surtout, qu'on arrive à persévérer pour faire une génération qui soit suffisamment bien formée pour prendre à bras-le-corps les défis qui nous attendent. Donc en fait, il faut se faire à l'idée que l'enseignement supérieur, ça doit coûter de l'argent. Et à partir de là, essayer de le mettre là où c'est le plus pertinent possible. Et je pense en effet que l'enseignement supérieur public doit être davantage développé et ne pas laisser toute cette place à l'enseignement privé. Jean-Michel Blanquer a repris votre politique de l'éducation prioritaire en soulignant son caractère insuffisant pour faire face aux inégalités sociales articulées avec des inégalités territoriales, ainsi que son caractère binaire, je cite, « Si vous êtes dans l'éducation prioritaire, vous êtes sauvé, et si vous n'y êtes pas, vous êtes en enfer ». Que répondez-vous à cela? Le programme d'éducation prioritaire mis en place ne comporte-t-il pas de nombreuses limites? Non mais je sais pas. En fait, pour être tout à fait franche, je n'écoute pas avec la plus grande attention ce que dit mon successeur, parce que j'ai pas la plus grande sympathie pour lui. Mais du coup, c'est hyper intéressant cette soirée parce que j'entends maintenant, grâce à vous, je découvre des choses et je suis un peu surprise parce qu'en fait, si vous m'interrogez sérieusement, en tout cas de ce que je vois de la situation, clairement, il y a un sujet par rapport à l'éducation prioritaire qui est, en effet, ce qu'il semble dire dans sa phrase, qui est oui, on a encore besoin d'éducation prioritaire, donc il ne faut pas arrêter d'avoir cette politique spécifique où on finance davantage des établissements qui vont très mal, mais attention à ne pas résumer les choses à ça. Si nous voulons vraiment aller vers la démocratisation de la réussite scolaire, comme je le disais tout à l'heure, il faut aller voir aussi du côté des établissements qui, sans être en éducation prioritaire, vont un peu mal quand même. En fait, c'est ça. Donc ce principe-là, on va dire que c'était le mien, et c'était celui que j'ai appliqué. Il en reprend la formule, mais il ne l'applique pas vraiment. Comment je faisais moi pour l'appliquer? Lorsqu'en 2015, on adopte ce qu'on a appelé la réforme de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui n'avait pas été fait depuis quasi 30 ans, on a revu à l'échelle du pays tous les établissements scolaires pour voir leur situation et pour se dire, bon, bah, certains doivent sortir de l'éducation prioritaire parce qu'ils vont mieux, d'autres y étaient pas, c'est pas logique, on les met.
À ce moment-là, quand on fait cette réforme, évidemment, il y a beaucoup de protestations de la part d'établissements qui sortent, ou de protestations de la part d'établissements qui auraient aimé rentrer dans l'éducation prioritaire et qui n'y rentrent pas. Et je prends la décision que justement cette zone grise d'établissements qui auraient pu en être mais qui n'en sont pas, il ne faut pas la laisser tomber. Donc en fait, on met en place ce qu'on a appelé une allocation progressive des moyens, qui consistait à dire, en fait, même quand on n'est pas en éducation prioritaire, le fait d'aller moins bien que l'établissement super favorisé du centre-ville doit amener quelques moyens supplémentaires. Cette allocation progressive des moyens, je suis d'accord que c'est pas sexy en fait ce que je suis en train de raconter. C'est d'ailleurs tout le problème en éducation. J'en viens à ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est qu'en fait à chaque fois que c'est des choses sérieuses qu'on fait, elles se racontent pas en une phrase et elles sont pas sexy. C'est beaucoup plus facile de dire on va dédoubler les classes. C'est sexy, ça rentre à la télé en une phrase, en un tweet et tout le monde y croit. En fait, c'est pas grand chose, j'y reviendrai dans un instant. L'allocation progressive des moyens, à la limite, en fait, ça change plus de choses parce que chaque établissement de France est regardé, comparé, et donc du coup, on remet des moyens. Ce principe de l'allocation progressive des moyens, en fait, il a été arrêté à partir de 2017. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas la phrase. Quand, à partir de 2017, toujours, on dédouble les classes, ce sur quoi on a beaucoup communiqué, enfin, ils ont beaucoup communiqué, on ne dit jamais que, en fait, on l'a fait à moyens constants, avec le même nombre d'enseignants. Donc, par définition, enfin, je veux dire, voilà, par définition, vous avez déshabillé Paul pour habiller Jacques. Donc, si vous faites des classes de CP, et encore, quand vous lisez la presse, vous avez l'impression que c'est dans tous les établissements de France qu'il y a des classes de CP à 12. C'est dans 2000 écoles. Donc, si vous avez des classes de CP à 12, eh ben, vos classes de CE1 ou CE2, CM1, qui sont quand même des classes importantes, hein, elles se retrouvent à 32. Et je le sais, hein, c'est exactement comme ça que ça se passait dans l'école de mes propres enfants. Donc je sais de quoi je parle, c'est pas juste de la théorie. Donc en fait, ce que je trouve, et puis par ailleurs, c'est dans les établissements d'éducation prioritaire, vous ne le faites pas dans les autres. Donc déjà la phrase sur il n'y a pas que l'éducation prioritaire, il faut regarder les autres, déjà elle n'est pas mise en pratique. Et vous avez même déshabillé les autres, notamment les écoles rurales, pour pouvoir faire ça. Donc voilà, donc je suis à chaque fois trop longue. Mais si je devais résumer sur cette question de l'injustice sociale, on va l'appeler comme ça, je pense que en fait, ce qui fait injustice dans la réussite scolaire, c'est à la fois l'existence de territoires ségrégés. Donc on a raison de continuer à avoir une politique d'éducation prioritaire, c'est-à-dire des territoires dans lesquels se concentre un taux de pauvreté, de chômage, etc., qui fait que voilà, les conditions d'enseignement sont vraiment compliquées, donc il faut plus d'enseignants, il faut mieux les former, il faut les accompagner avec d'autres adultes, etc. C'est ça qu'on appelle l'éducation prioritaire. Donc ce qui fait injustice sociale, c'est à la fois cette ségrégation territoriale, mais ce qui fait injustice sociale, c'est de manière plus générale le fait que ne se croisent pas les populations. Je veux dire, le manque de mixité sociale au sein d'établissements qui ne sont pas en éducation prioritaire, mais qui, à cause de ce manque de mixité sociale, en fait, vont mal quand même. Et ça paraît toujours compliqué dans le débat public d'expliquer qu'à un moment donné, en fait, les élèves, il faut les mélanger. Il faut les mélanger. Que ce soit des élèves de classes sociales différentes au sein d'un même quartier, d'un même établissement, etc. Et là, il y a toujours une crainte d'une partie de la population qui dit « Mais moi, mon enfant, je ne veux pas le mélanger avec la masse. » J'ai déjà entendu cette phrase 1000 fois, c'est pour ça que je la ressors. Et à chaque fois, je répondais « Mais ce que vous appelez la masse, c'est les autres élèves, qui sont aussi des petits individus éducables, enfin voilà, qu'on aurait tous vocation à faire réussir. » Donc, mélanger les élèves de milieux sociaux différents dans les établissements scolaires, mélanger les élèves de niveaux scolaires différents dans les classes. C'est pour ça que vous évoquiez tout à l'heure la réforme du collège, etc. Moi, je pense que la grosse erreur qu'on fait, c'est de faire des classes de niveau. C'est de dire très tôt, dès, je sais pas, l'arrivée en 6e, bon, ben ça, c'est que des bons élèves, on va les mettre ensemble. Et puis, ben, les autres, ben, ils seront dans une autre classe. Mais comme ça, au moins, et parfois, ça participe du confort des enseignants eux-mêmes qui le reconnaissent. Comme ça, quand j'ai ma classe 6e A faite de bons élèves, je sais que je peux un peu me reposer, etc. Mais sauf que pendant ce temps-là, l'expérience qui est faite par les élèves, et en particulier ceux qui ne sont pas dans cette 6e A, c'est « Ok, on m'a catalogué comme un mauvais élève ».
je n'ai rien à apporter. Et si vous voulez, cette absence de mixité, en fait, elle fige dans le marbre des considérations qu'on a portées sur des élèves, si ça se trouve de façon précipitée, injuste, considérant qu'ils ne changeraient pas, qu'ils évolueraient pas. Donc moi, je suis pour qu'on mette de la mixité dans tous les sens du terme à chaque fois qu'il est question d'éducation. Maintenant, puisqu'il nous reste un peu de temps, nous allons élargir un peu la conférence en revenant sur votre parcours. Tout au long de votre parcours politique, vous avez été l'objet d'attaques sexistes et racistes. Au regard de votre propre expérience, pensez-vous qu'aujourd'hui, en France, les origines d'un individu et son genre puissent représenter un frein pour s'inscrire notamment en politique ? Je pense, pour commencer par le sexisme, d'une certaine façon, quand a éclaté le mouvement MeToo, donc c'est arrivé à une période, de mémoire c'était à l'automne 2017, donc c'était arrivé à une période où pour ma part je m'étais un peu retirée du champ politique, et je me suis dit, mais en fait, c'est quand même extraordinaire ce qui est en train de se passer, et j'ai quasiment regretté de ne pas être dans le champ politique à ce moment-là, parce que je trouve que, en fait, quand il se passe ce genre de choses, il faut s'en servir, il faut le mettre de son côté pour, pas éradiquer, c'est peut-être un terme trop exagéré, mais en tout cas pour essayer de rejeter dans le passé toutes les mauvaises tendances, tous les mauvais penchants que notre société a encore sur la question du sexisme. Et c'est vrai que, en fait, moi, quand j'étais en politique, je me suis rendu compte que c'est même dans des détails, mais par exemple, quand vous êtes une femme en politique, c'est insupportable comme il faut faire attention à la façon dont vous êtes habillée. En permanence. Mais pas simplement parce que vous allez être commenté, etc. C'est à la limite, bon, ça peut être rigolo. Non, c'est des trucs parfois plus pervers. Moi, par exemple, il m'est arrivé une chose une fois qui m'avait marqué au fer rouge. En plus, c'était au tout début de mon mandat de ministre, en 2012. Je reçois une journaliste qui m'interroge sur mon programme, etc., dans mon bureau. Et elle était accompagnée d'un photographe. Et ce jour-là, j'étais en robe. Et on était assises autour de ma table, enfin voilà, le bureau, qui était une table en verre. Et je ne me suis pas rendu compte que, assise, ma robe remontait un petit peu. Enfin, toutes les filles qui portent des robes savent un peu ça. Je ne me suis pas rendu compte de ça. Et du coup, j'étais extrêmement concentrée sur les questions de la journaliste. Je ne voulais pas me faire avoir et tout ça. Donc, j'étais à mille lieues de penser à la façon dont j'étais habillée. Et en fait, elle était accompagnée d'un photographe. Et je n'ai vraiment pas vu, tellement j'étais concentrée sur elle. Je ne faisais pas attention au photographe. Je n'ai pas vu ce qui était en train de se passer. Quelques jours plus tard, c'était dans le JDD, donc le dimanche, sort mon interview accompagnée d'une photographie. C'était horrible, c'était absolument horrible parce qu'on avait l'impression que je ne portais pas de jupe. En fait, ce que je n'avais pas vu, c'est que le photographe s'était mis genre accroupi au sol pour prendre la photo par en bas. Et j'étais tellement choquée, c'était horrible. En plus, c'était une interview. Alors, c'est pas drôle, enfin je préfère en rire après coup, mais c'était pas drôle sur le moment du tout. C'était une interview qui portait sur mes projets prioritaires, sur les droits des femmes, etc. À l'époque, j'étais ministre des droits des femmes. Et au détour d'une phrase, parmi beaucoup d'autres choses, je parlais d'égalité professionnelle, de lutte contre les violences, etc. Puis au détour d'une phrase, je dis quelque chose sur la prostitution. Et donc je dis, puis par ailleurs, je compte bien, parce que ma position sur la question de la prostitution est celle-ci, donc je compte bien en effet rejoindre ceux qui voudraient qu'on aille plus loin pour lutter contre la prostitution. Et cette interview se transforme en un gros titre du style on vous fait toujours passer pour plus bête que vous n'êtes, hein, dans le style je veux que la prostitution disparaisse. Et avec une iconographie, une photo, on a l'impression que j'ai pas de jupe. C'était énorme. C'est juste horrible. Donc je vous raconte ça parce que en fait je pense que ce genre de choses peut pas arriver à un type, quoi. Enfin vraiment, et j'en ai parlé après à d'autres jeunes femmes, évidemment c'est plutôt des jeunes femmes dans ces cas-là qui étaient en politique,
je me suis rendu compte que les exemples étaient légion entre celles qu'on prend, enfin voilà, en train de vous parler comme ça, qui a le malheur de porter un décolleté, donc on a l'impression qu'on ne voit que son décolleté, etc. etc. Donc voilà, je reviens à MeToo. Je me suis dit, au moment où ça a éclaté, je me suis dit, mais en fait c'est l'occasion jamais pour plein de jeunes femmes, moins jeunes femmes, de mettre fin à ça, de s'exprimer fort dans l'espace public et tout ça. Et ça a été fait du côté des actrices, ça a été fait du côté d'un certain nombre de gens, des journalistes, après coup. Mais je trouve que du côté des politiques, en fait, c'est pas... Enfin, je sais pas, je trouve qu'on n'a pas vraiment pris le train en marche sur le sujet. Donc je dirais à la fois que ça va mieux et en même temps qu'il faut être extrêmement vigilant parce que le problème d'un mouvement comme MeToo, c'est que ça a toujours son backlash, en quelque sorte, son deuxième rideau de retour négatif. Vous savez, dans l'entreprise dans laquelle j'étais jusqu'à présent, donc Ipsos, on a mené un certain nombre d'études qui nous ont montré que contrairement à ce qu'on pourrait croire, après MeToo, les préjugés contre les femmes ont augmenté. Et notamment les préjugés sur le mode ouais, mais une femme, quand elle dit non, ça ne veut pas franchement dire non, etc. etc. Alors, on se dit, ben non, mais justement, c'est ce qu'on vient de t'expliquer là avec MeToo. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une accusation dans le cadre de MeToo, quelle qu'elle soit, d'une actrice envers Weinstein ou autre, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la foulée, on a eu des plateaux télé dans lesquels il y avait toujours quelqu'un autour de la table, merveille de nos médias actuels, toujours quelqu'un pour dire oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans une société de délation, est-ce que ça va pas trop loin, nanana, ça impacte l'opinion publique, ce genre de débat. Donc du coup, cette opinion publique, elle finit par se dire, mais quand même, et donc les préjugés en fait ont augmenté. Donc sur cette question du sexisme, à la fois on croit que ça va mieux et à la fois il faut être extrêmement vigilant, puis surtout quand on est des personnages publics, c'est bien de s'en saisir et de s'exprimer fort là-dessus. Sur la question du racisme, c'est en fait c'est marrant, je suis toujours gênée quand on aborde ce sujet, je sais pas pourquoi, c'est parce que en fait c'est toujours extrêmement complexe. C'est-à-dire que moi, pour dire les choses rapidement, quand j'ai commencé à faire de la politique, j'ai fait le maximum possible pour m'universaliser. C'est-à-dire que j'ai très vite vu qu'on cherchait, les observateurs, tout ça, à me ranger dans une petite case qui était, elle fait de la politique pour représenter sa communauté. Je ne sais pas quelle est ma communauté, mais enfin bon voilà, les gens d'origine étrangère, ou je ne sais pas quoi. Et ça m'énervait en fait, parce que moi je me présentais à des élections à l'époque au niveau local et tout ça, pour représenter les Français. Et donc du coup, à chaque fois qu'on m'invitait par exemple à venir intervenir dans des débats à la télévision, dans les premiers temps c'était vraiment ça, par manque d'imagination hallucinante, c'était systématiquement sur des débats sur l'intégration, l'immigration, etc. Chaque fois je refusais. Non, mais par contre, si vous voulez m'inviter sur, je sais pas, la pauvreté, les droits des femmes, ce que vous voulez, mais non, sinon, voilà, non, ça va, merci. Et en fait, ça a été vraiment un vrai combat de ma part de ne pas me laisser enfermer, comme on cherche parfois à vous enfermer. Et du coup, j'ai particulièrement mal vécu le moment de ma vie politique où, malgré tous ces efforts que j'avais faits pour justement ne pas être caricaturée comme ça, en fait, j'ai senti quand même que un certain nombre, en fait, me voyaient d'abord comme ça, malgré tout. Et cette espèce de rejet, il a toujours existé chez des fachos, chez certaines publications type Valeurs Actuelles, etc. C'était pas nouveau. Mais ce que j'ai très douloureusement vécu, c'est qu'à partir de 2015, lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, contre Charlie Hebdo, il y a eu une espèce d'angoisse existentielle qui s'est emparée des Français, que je partage, parce que je suis française aussi. On a tous souffert de tout ça. Mais du coup, dans cette angoisse existentielle, je pense que les procès que me faisaient certains, finalement, d'être une ministre de l'Éducation d'origine étrangère à la tête de nos chères têtes blondes, ont trouvé une résonance soudaine, alors qu'avant il passait sous les radars, c'était un truc de facho, etc. Soudain, il y avait une telle crainte existentielle sur oh là là, mon Dieu, mais quand même, c'est notre école française qui a produit aussi les frères Kouachi, qu'on s'est dit, puis alors ces enfants qui ont refusé de respecter la minute de silence, je ne sais pas si ça vous parle, tout ce que je dis là, de silence, etc. Que du coup, soudain, il y a une espèce de suspicion chez un ventre mou de la population qui n'avait aucune raison d'être raciste ou xénophobe.
mais une suspicion, une crainte, et c'est comme ça que des fake news absolument insupportables se sont mises à prendre à une vitesse hallucinante sur le mode mais oui, elle impose l'arabe obligatoire en classe de CP, n'importe quoi, comme si on avait suffisamment de professeurs pour apprendre l'arabe. Mais en fait c'est ridicule, je veux dire, on ne trouve pas de professeurs pour apprendre l'arabe au lycée à, je sais pas, une petite centaine d'élèves qui voudraient le faire. Et il y a quand même des gens, mais y compris des journalistes, des observateurs, etc., qui écrivaient des tribunes pour dire que c'était le cas. Et pourtant, c'était pas le cas, mais comme les citoyens, malheureusement, ne sont pas forcément informés comme ils le font, beaucoup tombaient dans le panneau. Donc, en fait, la raison pour laquelle ces fake news-là ont pris, si vous vous souvenez bien, d'ailleurs, c'était Monomaniac qui avait aussi une fake news, on parlait tout à l'heure de la réforme des programmes. C'est vrai que j'ai mené une réforme des programmes, en fait, qui avait essentiellement vocation à rendre cohérent le parcours entre l'école primaire et le bac, en gros pour faire en sorte que vous appreniez dans l'ordre logique des choses qui jusqu'à présent, comme les réformes avaient été faites au coup par coup, n'étaient pas forcément très logiques. C'est ça en quoi consistait la réforme. Mais elle a été transformée en « Oh là là, mais c'est une réforme qui a été faite pour remplacer l'apprentissage de la chrétienté par l'apprentissage de l'islam dans les cours d'histoire. » Ok, genre, j'avais que ça comme objectif. Par ailleurs, juste, je vous le précise, si ça vous intéresse l'éducation, jamais le ministre de l'éducation, quel qu'il soit, ne tient la plume pour changer les programmes. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Donc déjà, tout ça était ridicule, mais ça prenait. Donc en fait, pour revenir à mon sentiment, moi, à cette époque-là, c'est vrai que je l'ai assez douloureusement vécu parce que je me suis dit, mais en fait, quoi qu'on fasse, il y a toujours un moment où on est rattrapé par ce qu'on est, qui déplaît fondamentalement à certains. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se retrouverait dans ma situation, avec les mêmes origines, etc., c'est bien de chercher à s'universaliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, il ne faut pas trop le faire non plus. C'est-à-dire, en fait, c'est normal d'avoir des racines, c'est normal d'avoir une forme de diversité de parcours. En fait, c'est bien, et je pense que c'est justement à force que les gens qui sont en position, disons que j'étais en position, les gens qui sont en position cherchent tellement à s'universaliser qu'ils se blanchissent en quelque sorte. À force de ça, on n'a plus dans l'espace public de récit de cette diversité-là, et que donc du coup, en fait, il y a plein de gens qui sont issus de cette diversité-là, qui ne se reconnaissent pas dans cet espace public. Il y a plein de gens qui ne sont pas issus de cette diversité-là, qui continuent à craindre la diversité. Donc, vous voyez, c'est un jeu avec que des perdants à la fin. Donc moi, maturité aidant, je dirais que, en fait, il faut assumer à mort sa féminité, ses origines, son handicap quand on en a. Il faut tout assumer, quoi. Il faut tout assumer. Bonsoir Madame Vallaud-Belkacem. Merci d'avoir répondu pendant plus de 45 minutes à nos questions. Maintenant, je voudrais vous passer une vidéo de quelques minutes sur les diverses les actualités du mouvement. Vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez, ou non, c'est à vous de choisir. Voilà. People are pretending it's not true, politicians are pretending it's not true, something has to happen. Si j'ai quitté le Japon, c'est parce que j'estimais que défendre mon dossier au Japon était impossible.
Gabriel Matzneff, 83. Vous voulez que je réagisse, c'est ça? Non, mais en fait, je vais vous dire ce que j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un point commun entre les trois sujets, même Matzneff d'une certaine façon. Mais je reviendrai sur Matzneff tout à l'heure plus longuement, j'ai un truc à vous dire là-dessus, mais sur les deux premiers sujets, je trouve qu'on est en train de vivre une époque extraordinaire. Évidemment, avec plein de dangers, etc., on les connaît, surtout vous, votre génération. Mais moi, je suis fascinée par le rôle que potentiellement peut jouer votre génération, justement. Et c'est ça que je trouve vraiment exaltant en ce moment. Et le lien entre les deux premiers sujets, c'était évidemment la question environnementale, le changement climatique. Et s'agissant du Liban, plutôt que l'affaire Carlos Ghosn, bon, voilà, c'est des gorges chaudes dans la presse, mais en fait, c'est pas l'essentiel. Moi, j'y vais souvent au Liban et en fait, j'y donne des cours. Et le Liban, c'est la jeunesse qui est dans la rue. Et qui est dans la rue pour lutter, pour protester contre la corruption qui gangrène ce pays depuis des décennies. Et donc, en fait, dans les deux premiers cas, c'est la jeunesse qui est aux manettes, avec Greta Thunberg et les défilés du vendredi dans le premier cas, et avec celle dans la rue au Liban ou ailleurs, enfin, je veux dire, dans toutes les parties du monde, il y a une jeunesse qui est dans la rue en ce moment. Et pourquoi est-ce que ça me frappe, et je voudrais partager ça avec vous, si vous me le permettez, c'est parce que il y a une forme de radicalité dans cette jeunesse qu'on n'a pas forcément connue avec ses grands frères et ses grandes sœurs. Je veux dire, toutes les générations se sont mises à manifester, à descendre dans la rue, etc. Mais là, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience, et ça vaut pour le changement climatique, dont nous parlent beaucoup les médias, mais aussi sur les questions, par exemple, d'inégalité de genre, ou d'explosion des inégalités sociales à l'échelle du monde. Je trouve qu'il y a une radicalité et une envie que ça change, et que ça change vite, et aussi une espèce de récrimination à l'égard des hommes politiques qui n'ont pas été à la hauteur et tout ça, qui est hyper intéressant. Simplement, il faut maintenant transformer ça. Enfin, moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la décision de me consacrer davantage à l'enseignement universitaire, et que là, je suis dans un process en ce début 2020 où j'enseigne dans plusieurs universités, donc au Liban, au Maroc, en Suisse et en France, parce qu'en fait j'ai envie de me retrouver face à cette jeune génération et de voir en fait concrètement quels sont les moyens d'agir, de plaidoyer, de se mobiliser, qui ne soient pas à la fin complètement vains. Et ce que je voulais vous raconter, c'est que au mois de septembre dernier, il y avait l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et moi, il se trouve que dans mon activité, je travaille beaucoup avec la fondation de Bill et Melinda Gates, que vous connaissez peut-être. Et dans ce cadre-là, pendant cette semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies, la fondation Gates réunit à New York 400 activistes du monde entier qu'elle soutient à longueur d'année, qui sont des gens qui, chacun dans leur pays, se battent pour que ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, vous savez ce que c'est, ceux qui ont été décidés sous l'égide de l'ONU, c'est-à-dire qu'à horizon 2030, il y en a 17, nous devons avoir des soins de qualité pour tous, une éducation de qualité pour tous, l'accès à l'eau, etc., etc. Donc il y en a 17. Bon, et donc ces objectifs du développement durable, concrètement pour qu'on y arrive, on ne peut pas juste s'appuyer sur des gouvernements, parfois les gouvernements sont dysfonctionnels, donc on a besoin d'activistes dans les pays qui se battent pour ça. Donc la Fondation Gates réunissait 400 de ces activistes dans une grande salle pour un séminaire de 2 jours, etc. Et donc moi j'arrive dans cet événement le premier matin et j'ouvre la porte de l'amphithéâtre où ça se passait et j'ai eu un choc visuel parce que ces activistes, à 75%, je dirais, 70-75%, en fait ils ressemblaient à Greta Thunberg. C'est-à-dire que c'était, je parle pas physiquement genre avec des maths, mais c'était des jeunes femmes entre 16 et 25 ans. Et c'était hyper intéressant. Il y avait aussi des jeunes hommes, mais ce que je veux dire, c'est la jeunesse, la féminité, et en les écoutant ensuite, la radicalité des positions. Et pourquoi est-ce que ça s'est gravé dans ma rétine? Parce qu'en même temps, dans mon oreille interne, j'avais, puisque c'était la semaine de l'AG de l'ONU, c'était donc l'intervention de Greta Thunberg à la tribune, et vous vous souvenez que son intervention a une nouvelle fois provoqué beaucoup de commentaires moqueurs, désagréables, de Finkielkraut, de machin, enfin tous ces gens-là, ici. Et dans mon oreille interne, j'avais ces commentaires stupides sur le mode, elle sait pas ce qu'elle dit, puis puisqu'elle nous saoule, et puis elle est manipulée, etc.
Et moi, visuellement, j'avais un amphi comme ça, où je me rendais compte qu'en fait, le monde, c'était ça. En fait, le monde qui était en train de se battre pour lutter contre la déforestation, contre voilà, l'usage excessif des ressources de la planète, pour lutter contre la guerre, pour lutter pour une éducation de qualité, etc. C'était cette génération-là, 16-25 ans, très féminisée, très radicale. Et en fait, c'est comme si coexistaient deux mondes en même temps, avec pour le coup un vieux monde qui ne prenait pas du tout conscience de ce qui était en train de se passer. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que malgré tout, je continue à croire en la politique et tout ça, et je pense qu'on a besoin de structurer des choses, c'est que le schisme ne continue pas à se creuser complètement et qu'on arrive à rattraper des gens de la génération d'avant, comme moi, mais pas seulement, je veux dire, et que ça permette finalement d'enrichir ce qui est en train de se passer dans cette génération d'après. Et alors sur Matzneff, juste un mot, si vous permettez. Je trouve que dans nos pays, je ne sais pas si c'est propre à la France ou pas, mais en tout cas, je suis frappée de voir que on n'est jamais contemporain de son époque. On passe son temps à prendre conscience des trucs qui ne vont pas avec un temps de retard. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien de protester contre Matzneff et de le critiquer beaucoup, comme on le fait en ce moment. Sans doute, il faut le faire. Mais en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que pendant ce temps-là, on ne regarde pas les dysfonctionnements de notre époque actuelle. Et il y a plein de sujets sur lesquels il faudrait se pencher aujourd'hui qui sont très choquants. Et je pense en particulier, puisque ce dont il est question ici, c'est de détournement de mineurs, enfin comment on appelle ça, de pédophilie. C'est de pédophilie. Et ben moi je voudrais que des gens aient le courage de regarder ce qu'on trouve, alors pardon de parler de ça, j'espère que, mais ce qu'on trouve sur internet en matière de pornographie. C'est un vrai sujet. Je veux dire, nos enfants, à l'âge de 12 ans, 13 ans, ont accès à des choses dans lesquelles, clairement, y compris la pédophilie, est mise en avant comme une pratique sexuelle comme une autre. Donc pendant qu'on est en train de dire, mais quelle horreur dans les années 80, 90, etc., ce Matzneff, etc., en fait, on ne prend jamais le temps de s'intéresser aux trucs qui ne vont pas là tout de suite, et il faudra attendre 2030 pour qu'on se dise, mais quelle horreur, en fait, toute cette génération de gamins qui a vu circuler. Non, essayons d'être un petit peu contemporains de notre époque. Donc, moi, ma suggestion, c'est qu'à chaque fois que vous voyez éclater un truc, une affaire comme ça dans les médias, c'est de commencer par se dire, par exemple, je sais pas moi, la Ligue du LOL. Quand la Ligue du LOL a éclaté, on parlait donc de journalistes, etc., qui faisaient ça 5 ou 10 ans en arrière. C'est de commencer par se dire, moi, là, dans mon école, dans mon cadre, dans mon quartier, est-ce qu'il se passe quelque chose d'approchant, voire de pire? Et là, en fait, on se rend compte qu'il s'en passe. Donc, perdons pas trop de temps avec le passé. Merci. Je vais quand même laisser le reportage pour vraiment montrer l'impact. Et n'hésitez pas à me dire justement s'il faut m'interrompre. 3 ans. Et depuis le début de l'année lâchée de toutes parts. Les maisons d'édition Gallimard et la Table Ronde viennent d'annoncer qu'elles ne commercialiseraient plus ces livres. Car une enquête préliminaire a été ouverte pour viol commis sur mineurs à l'encontre de l'écrivain, malgré la prescription des faits. Dans son livre, Vanessa Springora raconte l'emprise que l'écrivain avait sur elle. Nous sommes dans les années 80, elle a 14 ans, lui approche la cinquantaine. En mars 1990, l'écrivain est l'invité de l'émission Apostrophe. Il y parle de son livre Mes amours décomposés, dans lequel il raconte ses relations sexuelles avec des adolescentes âgées de 14 à 16 ans. Je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions, parce que comme les hommes sont en général soit des égoïstes, soit des lâches, les femmes ne peuvent que se durcir, n'est-ce pas? Une dernière réaction sur le sujet ou on peut passer aux questions du public, comme vous le souhaitez? Non, je voudrais juste dire que même quand on a eu beaucoup d'histoires dans sa vie, comme femme, on ne devient pas forcément plus dur. On peut rester très attrayante. Et maintenant, du coup, on va passer aux questions du public. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir.
mixité sociale, du fait qu'il fallait avoir plus de mixité sociale dans notre système éducatif. Mais selon vous, que pensez-vous du fait qu'avec l'existence d'écoles, par exemple privées, c'est parfois impossible de faire de la mixité sociale? Selon vous, que faut-il faire pour pallier à cette difficulté? Merci. Moi, je l'ai dit tout à l'heure en parlant de l'enseignement supérieur, mais ça vaut pour l'enseignement primaire et secondaire aussi. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il ne faudrait plus du tout qu'il y ait d'écoles privées. C'est-à-dire que en fait, ça ne me choque pas, tout comme d'ailleurs ne me choque pas, par exemple, l'existence de grandes écoles à côté d'universités. Je pense que c'est bien d'avoir un système dans lequel finalement, si vous avez une raison précise, parce que parfois le système éducatif tel qu'il fonctionne dans une école publique n'est pas adapté à votre enfant qui a une spécificité X ou Y, et que pour cette raison-là, vous avez besoin de le mettre dans une autre école, c'est bien qu'il existe une école privée. Bon. Ce qui me gêne en revanche avec le privé, c'est quand il devient l'instrument d'une échappatoire à la mixité sociale en particulier. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et je pense que, en fait, quand cette situation se produit, ce qu'il faut, c'est mettre des obligations, d'une certaine façon, sur les établissements privés pour qu'ils contribuent quand même à ce qu'il existe une mixité. Donc ça, c'est ce sur quoi on avait beaucoup travaillé à l'époque, parce qu'on avait mené un gros travail sur la mixité sociale. Le problème, c'est que vous n'avez pas forcément, c'est toujours des engagements pris par les établissements plus qu'une contrainte législative, puisque comme c'est du secteur privé, vous n'avez pas forcément les mêmes instruments que vous pouvez avoir avec le secteur public. Mais, encore une fois, parfois vous êtes surpris. Moi, j'ai été surprise par la façon dont un certain nombre d'établissements privés aussi jouaient le jeu, dans l'enseignement catholique en particulier, jouaient le jeu et voyaient aussi un vrai intérêt, un vrai sens à leur démarche à favoriser la mixité sociale. Donc, je pense qu'en fait, il faut surtout aussi parler des choses qui se passent bien et pas simplement caricaturer. On est dans des débats publics qui généralement caricaturent les positions et finalement poussent les gens à être des caricatures d'eux-mêmes, les gens ou les acteurs à être des caricatures d'eux-mêmes, puisque si vous dites d'office, eux ne jouent pas le jeu, ils auront encore moins envie de le jouer. Donc, il faut remettre le sujet sur le tapis, mais je pense qu'on a besoin et du privé et du public pour ça. Alors, c'est par écrit. Alors moi, je voulais vous poser une question par rapport au fait que vous avez largement parlé de l'engagement de la jeunesse dans les causes, notamment l'écologie. Et justement, je voulais vous poser la question par rapport au fait que, est-ce que pour vous, il n'y a pas aussi une tendance dans le monde politique actuel à se pencher sur la jeunesse, notamment professionnelle, au lieu d'essayer d'agir dès maintenant? Et pour vous, quelles sont les raisons qui font que ça ne bouge pas dès maintenant, justement, dans le monde politique actuel? En fait, c'est marrant parce que ça me fait réfléchir ce que vous venez de dire, parce que ça me rappelle une conversation que j'avais il y a 2-3 jours avec une jeune femme qui est une activiste, comme on dit, une militante associative, en l'occurrence une fille super d'ailleurs, qui s'appelle Diariata, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Bon. En fait, c'est une militante associative, c'est son nom de scène, Diariata, qui lutte contre les violences faites aux femmes, qui a créé d'ailleurs un bracelet électronique pour que, voilà, quand une femme est en difficulté, on puisse très rapidement être au courant. Bon, bref. Et je discutais avec elle, il se trouve que cette jeune femme est noire. Et de quoi est-ce qu'on était en train de discuter? Elle me racontait que, comme elle commençait à être un peu connue et tout ça, elle est très souvent invitée à venir s'exprimer sur scène et tout ça, y compris dans des événements business, du networking, comme on dit, et tout ça, avec des gens du secteur privé. Et elle me dit, l'autre jour, ces personnes, ces femmes qui étaient là dans cet événement, me disent, mais c'est formidable de vous avoir écouté et tout ça, puis de voir que vous êtes devenue un peu une chef d'entreprise en quelque sorte dans votre association.
C'est dommage qu'on ne voit pas plus de filles avec un background différent, une couleur de peau différente, etc. Dites-leur de venir. Donc, ces femmes d'entreprise étaient en train de dire à Diariata, dites-leur de venir. Faites en sorte qu'il y ait plus de diversité dans nos réunions. Et donc, elle leur fait comme réponse, mais je vous remercie, mais pourquoi est-ce que ce serait mon rôle à moi? Parce qu'en fait, moi, je dois déjà m'occuper de moi-même. Parce qu'en fait, moi, ça a déjà été compliqué comme parcours. Et donc, n'attendez pas de moi que je m'occupe d'aller chercher les autres. Et en fait, votre question m'a fait penser à cette conversation parce que je trouve que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression qu'il se passe à l'égard de la jeunesse la même chose qui se passe à l'égard de personnes de couleur ou minoritaires, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire qu'en fait, on a une société qui, en effet, à un moment donné, se décharge de ses responsabilités. En voyant que la jeunesse commence un petit peu à s'impliquer, elle se dit « Ah bah oui, bah c'est elle qui va aller d'abord mobiliser les autres, sensibiliser, chercher des solutions. » Mais en fait, non. Le fait que la jeunesse aille dans la rue, c'est un signal d'alarme, mais on a quand même besoin que ce soit les politiques installées qui réfléchissent aux solutions. Donc, mais par contre, on peut faire le lien quand même en disant que les politiques installées, ils peuvent peut-être aussi être plus jeunes. Donc vous pouvez peut-être aussi vous impliquer en tant que tel en politique. Après tout, à votre âge, c'est vrai. Donc c'est peut-être ça la solution pour éviter de penser en eux et nous. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour. Là, comme ça, oui, c'est bonsoir, Madame Vallaud-Belkacem. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Je voulais vous poser une question par rapport à des personnes dont on a assez peu parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les professeurs. On a beaucoup parlé des élèves, des étudiants, mais très peu des professeurs. Les derniers chiffres de l'Éducation nationale montrent que chaque semaine, un enseignant se suicide en France. Si on ne peut pas mettre de côté les circonstances individuelles, on constate effectivement qu'il y a un malaise dans la profession d'enseignant. Alors, comment réenchanter le métier d'enseignant qui fait de moins en moins rêver, vraisemblablement? Moi, je ne pense pas vous apprendre grand-chose, honnêtement. Je pense que vous avez bien en tête que les enseignants ne sont pas rémunérés comme ils devraient l'être. Vous avez bien en tête que être enseignant aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus compliqué que par le passé. Et vous avez en tête qu'il y a un cruel manque de reconnaissance à l'égard des enseignants dans notre société. Et ça, pour le coup, on va dire que la question de la rémunération, elle dépend des pouvoirs publics. Donc on peut les mettre en accusation de n'avoir pas fait suffisamment, même si c'est un peu comme sur les conditions de vie étudiante. Moi, si je jouais ma politique, là, je commencerais à vous dire que je suis la seule qui, depuis 30 ans, avait augmenté les enseignants. Mais enfin, je ne vais pas jouer ma politique. Juste, on va dire que c'est pas suffisant, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit on le fait, soit on le fait pas, mais on évite d'en parler et de pas le faire. En fait, c'est ça qui est insupportable pour les enseignants. Bon. Mais en tout cas, la rémunération, elle dépend des pouvoirs publics. La difficulté de faire face à des familles éclatées, enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, les enseignants se prennent toute la charge sociale de nos sociétés aujourd'hui, bien plus que par le passé. Et ben ça, on va dire que c'est un phénomène de société, mais du coup, pour l'accompagner, il faudrait à la fois les former davantage, les accompagner davantage, enfin voilà, au lieu de quoi on remet en permanence en question leurs soi-disant privilèges, on leur conteste le fait d'avoir des vacances et de ça. Enfin, quand on voit ce que c'est que d'être enseignant, pourtant, honnêtement, elles sont plus que méritées, ces vacances. Et enfin, la dernière chose, le manque de reconnaissance. Ça, pour le coup, le manque de reconnaissance, il est parfois le fait des parents, il faut aussi se le dire. On est dans des sociétés dans lesquelles, parce que les gens sont de plus en plus éduqués au niveau d'études, ils n'ont pas, comme c'est le cas encore dans un certain nombre de sociétés, de révérence
pour le professeur, ils considèrent qu'ils en savent autant que lui, voire plus, etc. Donc ils sont prompts à le remettre en question, y compris à la maison devant les élèves. Donc ça c'est compliqué. Et si on y ajoute la question des médias que j'évoquais tout à l'heure, moi je suis frappée parce qu'il y a quand même assez peu de professions qui font l'objet d'un tel dégueulis médiatique très régulièrement. Vous voyez par exemple quand là ça m'a frappé, je crois que c'était quasiment en venant ici. En ce moment il y a plein d'énervements, d'irritations autour de la réforme des retraites et différentes professions manifestent leur écœurement. Et quand c'est les danseuses de l'opéra qui se mettent à danser, etc., grosso modo les commentaires, que ce soit médiatiques ou réseaux sociaux, c'est « Ah quand même c'est beau ». Quand c'est les avocats qui retirent leur robe, merci, qui retirent leur robe pour la jeter devant la ministre de la Justice, c'est ah là là, quand même, c'est clouté. Quand c'est les enseignants, enfin même chose, quand c'est les médecins qui retirent leur blouse, ah là là, non mais vraiment là, il y a un énorme désespoir chez les médecins. Quand c'est les enseignants qui ont le malheur, eux ils n'ont pas de blouse, ils n'ont pas de robe et tout ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste, je sais pas, leur cartable à jeter par terre ou de façon un peu symbolique, des livres à mettre au sol, etc. Mais tout de suite, on a affaire aux commentaires extraordinairement désagréables sur le mode, ah ben voilà, est-ce que c'est devenu que l'école, machin, bah oui, avec des profs comme ça, on peut pas réussir, nanani, nanana, puis de toute façon, de quoi ils se plaignent. Mais c'est insupportable, vraiment. Moi, et en fait, c'est cet ensemble-là qui conduit à ne plus se sentir reconnu dans sa profession, dans son statut, à être en plus mal payé, à être insulté. Voilà. Il y a d'autres métiers sans doute qui sont difficiles. Je ne dis pas qu'être policier c'est facile, mais d'une certaine façon, ça semble bénéficier d'une plus grande reconnaissance. Donc c'est quand même très compliqué. Bonsoir. On a parlé un peu de mixité sociale. Pour favoriser cette mixité sociale, on a eu l'idée de créer une carte scolaire. J'aimerais bien savoir comment concrètement le ministre de l'Enseignement, enfin les services du ministre de l'Éducation construisent cette carte scolaire. Et deuxième point, cette carte scolaire qui est censée favoriser la mixité sociale, finalement, elle est souvent contournée et on assiste à une réduction de la mixité sociale. Et du coup, j'aimerais bien savoir quels sont comment on pourrait améliorer cette carte scolaire qui est censée au final favoriser la mixité sociale. Merci. En fait, c'était ce que j'évoquais tout à l'heure de façon trop brève, mais c'est ce sur quoi on avait beaucoup travaillé. Je disais qu'on avait travaillé beaucoup sur la mixité sociale, y compris avec les établissements privés. Mais pour revenir un instant là-dessus, parce que, en fait, en gros, vous avez bien résumé les choses. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui s'est doté à un moment donné de ce qu'on appelle une carte scolaire. C'est-à-dire que pour éviter que ce soit la grande foire et que chacun cherche à aller où il veut, etc., on a dit, on va essayer de rester dans une certaine proximité par rapport à son habitation. C'est dans ce cadre-là que les enfants sont affectés au collège. Sauf que on s'est rendu compte avec les années que, en effet, il y a une forme de ségrégation et donc de destin figé, tout ça qui est insupportable, puisque finalement vous habitez un quartier pauvre, vous êtes qu'avec des pauvres, etc. Et à ce moment-là, en fait, comme on adore ce genre de débat en France, un peu tout a été testé. C'est-à-dire que il y a eu la solution de gauche d'une certaine façon, qui consistait à dire non, justement, il ne faut pas que les gens puissent, dans la grande loterie, se dire je vais à l'autre bout du territoire parce que du coup c'est toujours ceux qui auront plus de moyens qui pourront le faire, donc il vaut mieux conserver une carte scolaire. Ça c'était un peu la solution de gauche, c'était de dire une règle universelle pour tous, carte scolaire. Et il y a eu la solution de droite ou sarkozyste en l'occurrence à partir de 2007 qui a été de dire au contraire il faut la faire sauter cette carte scolaire et que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Et du coup on a testé cette solution là aussi puisque Sarkozy l'a adoptée. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, parce qu'il y a des études qui ont été menées là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on a considérablement assoupli la carte scolaire en 2007, ça a aggravé les phénomènes de ségrégation. Vous voyez, c'est contre-intuitif. Ça a aggravé les phénomènes de ségrégation parce qu'en effet,
lorsque vous pouviez finalement sortir de votre secteur scolaire, c'était les familles qui avaient le plus la connaissance, le moyen d'eux, etc., qui le faisaient. Et donc du coup, les autres restaient encore plus en fragilité parmi les plus fragiles. Donc ça a augmenté les difficultés. Mais en même temps, la solution dite de gauche, elle n'est pas idéale non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste fermer les yeux sur le fait que, ce faisant, on enferme des pauvres dans des quartiers pauvres. Et ce qu'on a fait à partir de 2016, c'est qu'on a testé une troisième voie, d'une certaine façon, qui consistait à dire, mais en fait, l'erreur, c'est de vouloir avoir la même règle pour tout le monde. Là, pour le coup, sur cette question de mixité sociale, il faut regarder la réalité des territoires et se dire qu'on va faire un truc dans la dentelle. Par exemple, il y a des territoires, je sais pas, à Paris, mettons, dans lesquels la façon dont on a découpé le secteur scolaire, on l'a découpé sur un critère de proximité. Il fallait que l'enfant puisse aller jusqu'à son collège à pied, mettons, et qu'il mette, je sais pas, mettons, un quart d'heure maximum pour aller à son collège. Et bien, ce critère de proximité, avec les modes de transport qu'on a à Paris, en fait, c'est ridicule. Il peut tout à fait prendre un métro ou un bus et aller un peu plus loin, mais que ça prenne un quart d'heure quand même, parce qu'il y sera allé en métro ou en bus. Donc, acceptons, dans une ville comme Paris, de redessiner, en suivant le tracé des bus ou des métros, une carte scolaire qui va permettre finalement d'englober un type de population plus mixte, venant de quartiers différents, autour d'un collège. Ça, c'est pour des zones urbaines denses où il y a des transports. A contrario, en ruralité, on ne peut pas fabriquer la même solution. Donc, en ruralité, si on veut vraiment remettre un peu de mixité, développons dans certains collèges une coloration particulière. Je sais pas, par exemple, faisons de ce collège un collège sport-études, un collège, ou alors un collège dans lequel il y aura, je sais pas, un accent mis particulier sur les langues vivantes étrangères ou quelque chose comme ça, qui le rendent attractif, y compris pour des gens qui ne sont pas de l'environnement immédiat, ce qui fera là aussi de la mixité à nouveau. Il y a eu aussi des expériences qui ont été faites, qui n'ont pas été faciles à faire, et je pense notamment à certains endroits de Paris, dans lesquels on a dit, là on a deux collèges pas très loin l'un de l'autre, l'un est complètement ségrégué, entre guillemets, l'autre va très bien, au contraire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mêler en disant aux élèves et à leurs familles que la 6e, ils la feront dans leur premier collège, 6e, 5e, mettons, et la 4e, 3e, ils la feront dans l'autre collège. Mais du coup, c'est des populations qui seront mêlées. C'est pas facile, ce genre d'expérimentation, parce qu'à chaque fois, vous avez des habitudes qui sont remises en cause, etc. Et moi, mon grand regret sur le sujet, je vous en ai donné quelques exemples, il y en avait plein d'autres, mais mon grand regret, c'est que typiquement, quand on lance ces expérimentations en 2016, donc on en avait 80 et quelques en tout, à l'échelle de tout le territoire. On les lance en organisant énormément de réunions publiques avec les parents, avec les collectivités, pour leur expliquer ce qu'on est en train de faire, etc. On les lance en associant des chercheurs, notamment de l'École d'économie de Paris, pour qu'ils suivent l'ensemble des expérimentations, qu'ils les évaluent chaque année pour voir ce que ça donne en termes de climat d'établissement, de réussite scolaire et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment un travail dans la dentelle. Et le problème, c'est que ça s'est arrêté à partir de 2017-18, quoi. Donc en fait, on n'aura jamais eu les résultats par les chercheurs de ce qui s'est passé dans ces années-là. On ne sait pas si c'était positif, négatif, puisque ça n'a pas, la pollution est retombée. Donc en fait, c'est le problème de la politique et des alternances. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'alternance, c'est démocratique, mais si j'avais un vœu à émettre, ce serait que quand on arrive dans un ministère, on ne se précipite pas pour détricoter ce qu'a fait son prédécesseur, au motif que c'est forcément moins bien que ce qu'on ferait soi-même. Et ça, pour le coup, il y a assez peu de politiques qui s'y tiennent, mais je pense que c'est ça qui nous bloque dans des avancées qui pourraient être finalement assez simples à construire si on se donnait les 6 ans qu'il faut pour le faire. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question était celle-ci, mais vous y avez en partie répondu. Ma question était donc, qu'est-ce qui est de nature à nous encourager par rapport à tous les défis qui sont arrivés par la jeunesse actuelle? Vous y avez répondu en parlant de la mobilisation de la jeunesse dans certains pays, à moins que vous souhaitiez y revenir. Donc ma question est celle-ci. Comment, selon vous,
Français soient vraiment ensemble, en fait. Et que par rapport aux défis que le peuple français a relevés, ce soit vraiment une unité qui s'oppose à tous les défis, que ce soit le terrorisme, les défis économiques, la transition dans laquelle on est. Voilà, c'est ma question. C'est une très belle question d'ailleurs, qui pourrait quasiment nous servir de conclusion, parce que en fait, moi, ce qui me frappe, c'est... j'en reviens toujours à la qualité du débat public, parce qu'en fait, le problème, c'est que le débat public, qu'on ait envie d'y prendre part ou qu'on n'y prenne pas part, qu'on allume sa télévision ou qu'on ne l'allume pas, en fait, on est profondément imprégné par la façon dont on dit les choses, dont on présente les choses. Or, notre débat public... déjà, quand j'étais ministre, je trouvais qu'il était vraiment de piètre qualité. Et là, depuis que je ne le suis plus, je trouve que ça s'est vraiment aggravé. C'est-à-dire que non seulement il est de médiocre qualité, mais qu'il est devenu ultra violent. C'est insupportable. Tout est présenté, quel que soit le sujet. Mais vous voyez bien les débats sur la laïcité, les débats... Surtout, tout est présenté sous un prisme extrêmement polarisé. Je veux dire, on est forcément pour ou contre, c'est noir ou blanc, on ne peut pas être genre dans la moyenne, on ne peut pas voir du gris quelque part. Et donc, en fait, cette façon de présenter les choses pour des raisons que je ne développerai pas ici, puis je suis sûre qu'à Sciences Po, on doit quand même vous en parler un petit peu, qui sont liées à une économie médiatique, à une économie aussi des réseaux sociaux, du buzz, du clic, enfin tout ça, il y a une économie derrière. Je veux dire, il faut provoquer très très vite une émotion chez les gens pour qu'ils continuent à rester sur la page, etc. Et donc il n'y a que les choses polarisantes qui provoquent ça, ce n'est pas les choses de consensus qui les provoquent. Donc du coup, dans cette situation dans laquelle on est, se produit quelque chose de très étrange, qui est qu'à force de polarisation, on n'arrive même plus à se mettre d'accord sur la réalité. Qu'on ne se mette pas d'accord sur les convictions, sur ce que je pense, mon jugement sur telle ou telle chose, why not, ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, on en est à un point où existent des réalités alternatives. On n'arrive plus à se mettre d'accord sur le fait que telle chose s'est vraiment passée ou pas passée. Regardez, c'est quand même hyper intéressant, la réforme des retraites. Enfin, la réforme des retraites, honnêtement, vous prenez deux journaux au hasard, il y en a un qui vous explique que c'est vraiment le Graal pour, je sais pas, la retraite des femmes, par exemple. Ah oui, vraiment, ça va être formidable pour la retraite des femmes. Ok. Puis après, vous lisez l'autre journal qui vous explique exactement l'inverse. C'est une catastrophe pour la retraite des femmes. Et là, vous vous dites, mais en fait, où est la vérité? Enfin, je sais pas, j'ai besoin d'un petit peu d'objectivité. Et je trouve que c'est hyper stressant parce que, en fait, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit tous dans des bulles dans lesquelles on est conforté dans ce qu'on pense déjà. De toute façon, on lit que les sites internet ou les comptes sur les réseaux sociaux qui disent la même chose que ce qu'on croit déjà. Et donc, en fait, il y a un schisme qui se produit entre nous tous. Et n'ayant pas cette réalité commune, on peut quasiment plus faire destin commun. J'en reviens à votre question, parce que c'était ça votre question, c'est comment on peut faire les choses ensemble. En fait, pour les faire ensemble, il faut déjà qu'on s'entende sur d'où on part. Donc, moi, en même temps, c'est pour ça que j'aime bien être face à vous, à ces jeunes générations, je le disais tout à l'heure, parce que je trouve qu'en fait, le seul endroit où on a encore un peu l'impression de faire destin commun, c'est justement dans les amphis de jeunes générations, parce que vous n'êtes pas encore trop corrompus par cette pratique. Peut-être que vous n'écoutez pas encore suffisamment la télévision et tout ça, mais voilà, je pense qu'en fait, pour le coup, sans vouloir me dédouaner, comme le disait votre camarade tout à l'heure, et dire c'est à la jeunesse de faire, mais je pense qu'en fait, vous avez quelque chose à porter de très fort et qu'il faut que vous arriviez à vous exprimer, en fait. Il faut que vous arriviez à vous exprimer. Je sais bien qu'on ne vous écoute pas si facilement que ça, et c'est stupide, mais il faudrait trouver un moyen quand même de s'exprimer. Et après tout, je veux dire, aujourd'hui, d'une certaine façon, il n'y a rien qui s'est davantage démocratisé que l'expression. Donc peut-être qu'il faut aller chercher, justement sur ces réseaux sociaux, etc., une façon de transformer cette mobilisation, puis cette vision du monde que vous avez, où on est ensemble, où la solidarité l'emporte, etc., et la porter davantage. Mais
c'est pas une solution, hein, je réfléchis à voix haute, mais en tout cas je suis d'accord avec le diagnostic qui est que en fait ce dont on manque le plus c'est de cette capacité à faire corps. Merci beaucoup Madame Vallaud-Belkacem pour votre présence ce soir. C'est un honneur de vous recevoir ici à Sciences Po Saint-Germain. Et maintenant, nous vous invitons tous à vous décaler car nous allons aller à un buffet que nous vous avons préparé.